Kagame brisé, comment Tshisekedi a stoppé 20 ans de chantage. Pendant 20 ans, un même scénario a enfermé la RDC dans un cycle de manipulation, de violence et de négociations truquées où Kigali sortait toujours gagnant. Mais en 2025, un ingrédient inédit a bouleversé l'équation. Un président congolais a refusé de se plier au script. Voici l'analyse capitale de la rupture stratégique qui redéfinit l'avenir du Congo. Depuis plus de 2 décennies, un mécanisme implacable enferme la République démocratique du Congo dans un cycle de déstabilisation soigneusement orchestré, où la violence armée, la diplomatie forcée et la manipulation narrative forment un engrenage presque parfait. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Un verrou a sauté. Un script vieux de 20 ans s'est brisé. Et ce basculement est au centre de la colère, des calculs et de la panique qui agitent Kigali, Kampala, certaines élites locales et même quelques parrains internationaux. Car pour la première fois, depuis 2003, un président congolais a cassé le mécanisme du chantage. Et cela bouleverse tout. Depuis le début des années 2000, l'Est du Congo est devenu le théâtre d'une pièce sinistre, répétée à l'identique avec seulement quelques variations de décor. Les noms changés, RCD, CNDP, M23. Les acteurs armés semblaient se renouveler. Mais la logique restait exactement la même. Kigali activait un groupe, l'armait, le conseillait, le couvrait diplomatiquement. Le mouvement prenait des villes, terrorisait les populations, humiliait l'État congolais et créait une sensation de chaos imminent. Une fois la pression maximale atteinte, le Rwanda entrait dans le jeu diplomatique. Souvent sous couvert de médiation régionale ou internationale, exigeait des négociations, réclamait des concessions, obtenait des positions stratégiques ou économiques et finissait par lâcher le groupe armé devenu encombrant. Kinshasa, de son côté, annonçait une victoire face à une rébellion qui, dans les faits, n'avait jamais été autonome. C'était un théâtre géopolitique parfaitement huilé. Ce cycle répétitif s'est joué en 2007, puis en 2012, et il a tenté d'être rejoué presque à l'identique en 2022, 2023, 2024 et 2025. À chaque fois, Paul Kagame reproduisait la même stratégie. Créer la crise pour imposer la négociation, puis obtenir des concessions en échange de la paix. À chaque fois, la communauté internationale fermait les yeux. Certains États complices aidaient Kigali, et une partie des élites congolaises, politiques, économiques ou religieuses, jouaient le jeu, parfois par conviction, parfois par intérêt, parfois par peur. Mais en 2025, un élément fondamental est venu perturber la mécanique. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a refusé d'endosser le rôle que le script lui réservait. Lorsque le M23 a relancé ses offensives, lorsque Goma et Bukavu ont été menacés, lorsque les pressions diplomatiques, médiatiques et ecclésiastiques ont été déclenchées pour pousser Kinshasa vers un dialogue, tout semblait se dérouler comme d'habitude. Un ancien président, porté par ses propres calculs et ses propres réseaux, s'est même installé à Goma dans une posture de chantage politique absolument inédite dans l'histoire de la RDC. Le message était clair. Si Tshisekedi ne cède pas, le chaos s'aggravera. Le modèle des années 2000 devait reprendre sa place. Kinshasa annonce une victoire fictive, Kigali obtient ce qu'il veut. Et tout le monde retourne à ses affaires. Mais Tshisekedi a dit non. Non au simulacre de victoire. Non à un nouvel accord secret qui aurait encore affaibli la souveraineté congolaise. Non à la confiscation de la sécurité de l'Est du pays par un voisin qui s'est longtemps présenté comme indispensable au Congo, alors même qu'il en était le principal destructeur. Ce refus constitue
un séisme géopolitique. Depuis 20 ans, Kagame avançait sur un terrain miné mais stable. Il savait exactement comment Kinshasa allait réagir. Quelles concessions obtiendraient ses groupes armés? Quels relais internationaux allaient soutenir sa stratégie? Le président rwandais jouait sur un avantage stratégique majeur. Il contrôlait le tempo de la crise. Il savait quand déclencher la pression, quand relâcher la tension, quand imposer la négociation. Et il savait qu'à Kinshasa, une partie des élites préférait toujours une paix humiliée à une guerre assumée. Mais Tshisekedi a inversé la dynamique. Pour la première fois, le Congo n'a pas accepté de transformer une humiliation militaire en victoire médiatique. Pour la première fois, le Congo a refusé d'organiser un accord secret, signé à l'abri des regards, qui aurait offert au Rwanda ce qu'il n'aurait jamais pu obtenir par une victoire militaire. Pour la première fois, le Congo a affirmé que sa souveraineté n'était pas négociable, même sous la menace d'une offensive coordonnée entre le M23, l'armée rwandaise et divers groupes supplétifs. C'est cette rupture qui explique la colère, la nervosité et la radicalisation du discours de Kagame. C'est cette rupture qui explique pourquoi, pour la première fois, Kagame parle presque à la première personne au nom du M23, révélant ce que tout le monde savait, mais que lui-même s'était toujours efforcé de masquer. C'est cette rupture qui explique pourquoi Kigali refuse désormais de sacrifier le M23 comme il l'avait fait pour le RCD, le CNDP ou d'autres pions devenus inutiles. Car cette fois, les gains politiques, économiques et géostratégiques ne sont pas au rendez-vous. Et c'est là que réside l'essentiel. Ce que Kagame voulait en 2025, ce n'était pas simplement la reddition du M23 ou un accord humanitaire. Ce qu'il voulait, c'était l'obtention de garanties structurelles, un retour à la cogestion sécuritaire du Kivu, un droit de regard sur l'armée congolaise, une influence directe sur l'exploitation des minerais stratégiques et surtout, un pouvoir politique affaibli à Kinshasa, contraint de dépendre du Rwanda pour stabiliser sa propre souveraineté. Il cherchait à restaurer un schéma qui lui avait permis, pendant 2 décennies, d'être le garant de la stabilité du Congo tout en profitant de son instabilité. Mais le monde a changé et le Congo a changé. Dans la population, la conscience nationale a évolué. Les Congolais ne sont plus disposés à avaler les récits fabriqués de Kigali ou de certains médias occidentaux qui cherchent systématiquement à équilibrer, relativiser ou minimiser les responsabilités du Rwanda dans le désastre du Kivu. Le pays a traversé trop de deuil, trop de pillages, trop de trahisons pour accepter encore une fois un accord honteux. Et pourtant, à l'intérieur même du Congo, certains acteurs ont continué à jouer un rôle ambigu, voire destructeur. Il y a ceux qui, sous prétexte d'opposition politique, banalisent ou minimisent l'agression rwandaise, adoptent le narratif de Kigali ou utilisent la crise pour affaiblir les institutions nationales. Il y a ceux qui pensent que tout est négociable, même l'existence de l'État congolais. Il y a ceux qui se trompent d'ennemis, ceux qui croient faire tomber le pouvoir alors qu'ils ne font que renforcer l'agresseur. C'est dans ce contexte explosif que Tshisekedi a posé un acte fondamental, réaffirmer que l'unité nationale, la souveraineté du territoire et la dignité du peuple congolais ne sont pas des variables d'ajustement politique. On peut débattre, critiquer, contester. Mais on ne peut pas se mettre, volontairement ou non, du côté de ceux qui cherchent à démembrer la nation. Et c'est pourquoi, dans cette séquence précise, il est impératif de soutenir l'État, l'armée, les services de sécurité et l'ensemble des institutions républicaines. L'enjeu dépasse la personne de Tshisekedi, dépasse les partis politiques,
dépasse les rivalités internes. L'enjeu touche au cœur même de l'existence du Congo comme entité souveraine. Depuis l'époque coloniale, en passant par l'indépendance, les rébellions, les guerres, les transitions, jamais la RDC n'a été aussi menacée dans son intégrité. Et jamais un président n'a dû affronter une coalition aussi déterminée à obtenir des concessions par la force. Aujourd'hui, l'agression rwandaise n'est plus camouflée comme autrefois. Elle est assumée. Kigali s'exprime ouvertement, montre ses ambitions et cherche à redessiner les frontières politiques et économiques du Congo. Les discours, autrefois voilés, sont devenus explicites. Kagame réclame, exige, menace. Il parle de Goma comme d'une ville qui lui serait nécessaire. Il parle du Congo comme d'un espace dont il devrait contrôler la stabilité. Il évoque même, parfois, l'idée que le Rwanda aurait des droits historiques sur certaines zones. Ce changement de ton n'est pas anodin. Il reflète la frustration d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut, habitué à dicter la loi, habitué à manœuvrer dans l'ombre sans jamais être remis en question. Il reflète aussi la perte progressive d'un capital politique international. Kagame n'est plus le chouchou des chancelleries occidentales comme il l'était dans les années 2000. Les crimes du M23, documentés, filmés, dénoncés, ne peuvent plus être balayés d'un revers de main. Les anciennes excuses, les anciens mensonges, les anciennes narrations ont perdu leur efficacité. Mais cette évolution ne doit pas masquer le danger réel. Un régime acculé est un régime capable de prendre des décisions irrationnelles. La colère de Kigali, l'entêtement du M23, les alliances troubles qui se dessinent dans la région sont autant de signaux qu'il ne faut pas sous-estimer. Le Congo doit rester vigilant, lucide, uni. Il doit consolider ses capacités militaires, renforcer ses alliances, moderniser son système de défense et poursuivre l'affirmation diplomatique qu'il a amorcée depuis 2019. La rupture opérée par Tshisekedi n'est pas seulement un geste politique, c'est un acte de souveraineté. C'est une réaffirmation de l'idée que la RDC n'est pas un pays voué à servir de laboratoire géopolitique aux puissances régionales. C'est un rappel que l'époque où le Congo subissait sans répondre est révolue. C'est une déclaration que la dignité nationale ne se marchande plus. Dans cette bataille, les Congolais ont un rôle crucial à jouer. La souveraineté ne se limite pas à des discours officiels. Elle se vit dans la conscience collective, dans la capacité du peuple à distinguer l'opposition légitime de la complicité involontaire avec l'agresseur. Elle se vit dans la fermeté morale qui refuse de normaliser la présence d'une armée étrangère sur le territoire national. Elle se vit dans la détermination à refuser la fragmentation, le tribalisme instrumentalisé, la désinformation fabriquée à l'extérieur. Aujourd'hui, la RDC se trouve à un carrefour historique. Le choix est simple mais décisif. Soit le pays se laisse enfermer dans le cycle éternel du chantage, soit il affirme, une bonne fois pour toutes, son indépendance stratégique. Tshisekedi a choisi la deuxième voie. Et quelle que soit l'appréciation que chacun porte sur sa gouvernance interne, cet acte-là mérite reconnaissance, car il touche à ce que nous avons de plus précieux, l'avenir du Congo.